De l'encre sur les ondes sur Radio Primitive. Voici le titre. L'histoire du loser devenu gourou. C'est un roman de Romain Terneau. Rencontre avec l'auteur. Une liste de quelques mots que vous aimez. Il y a le mot enthousiasme que j'aime bien par son étymologie en fait. Ça veut dire avoir le souffle de Dieu en soi. Enfin, à ce qui paraît, j'ai pas vérifié. Ça pourrait paraître paradoxal parce que dans mon roman, j'attaque un petit peu, on va dire, la religion au sens général. Mais pourtant, c'est une idée qui me plaît bien parce que j'ai une vision un peu mystique de la création et de l'inspiration. Donc voilà, l'enthousiasme, c'est un mot que j'apprécie. Dans un tout autre genre, mais qui a quand même un rapport, c'est le mot pneu. Parce que j'ai remarqué que des correspondantes allemandes que j'avais le faisaient beaucoup rire. Les faisaient beaucoup rire ce mot. Parce que c'est vrai que c'est bizarre. Pneu, le mot entier c'est pneumatique, mais on le dit jamais. Et en fait, là aussi, l'étymologie est grecque et ça vient de pneuma, en fait, qui veut dire le souffle. Mais c'est vrai que pour des étrangers, ça peut paraître très bizarre comme mot pneu. Donc voilà, je choisirais ces deux mots. Une liste cette fois de mots que vous détestez. Il n'y en a pas tellement en fait, des mots français que je déteste. Après, peut-être je pourrais dire des mots issus de l'anglais parce que c'est jamais très beau. Comme un happening ou même le marketing ou des choses comme ça que je trouve très froid en fait. L'écrivain avec lequel vous aimeriez ou auriez aimé passer une soirée ? Spontanément, moi j'aurais envie de dire John Fante ou Bukowski parce que c'était mes modèles. Je pourrais dire Céline aussi, c'était un peu mon panthéon quand j'ai commencé à écrire. Mais bon, dans tous ces cas-là, c'était des gens assez, on va dire, colériques ou socialement pas très agréables. Du coup, je choisirais plutôt Henry Miller parce que lui, il avait la réputation d'être très jovial, très sympa. Moi, j'ai vu une interview de lui où il expliquait que sa conception de la vie, en fait, il avait besoin seulement d'une table de ping-pong et de ses amis. Et moi, voilà, c'est une vision de la vie qui me plaît bien. Donc, je pense que ça doit être assez sympa de passer une soirée avec Henry Miller. Les premiers livres que vous rachèteriez après l'incendie de votre bibliothèque ? Déjà, il y aurait La route de Los Angeles de John Fante, parce que c'est mon roman préféré. Il y aurait Le voyage au bout de la nuit, parce qu'en littérature française, je crois que j'ai jamais lu mieux que ça, et je trouve important. Et je choisirais aussi un roman plus récent, qui est Le dernier stade de la soif de Frédéric Exley, que j'ai lu il y a 2 ans environ. Et c'est assez drôle parce que d'abord, on me le conseillait beaucoup. Donc j'ai fini par l'emprunter à la bibliothèque. Et au début, j'aimais vraiment pas. Je trouvais que ça m'ennuyait parce que le narrateur est fan de football américain. Donc ça commence dans un bar. Mais il regarde un match de foot et je voyais pas trop l'intérêt. Du coup, je l'avais rendu sans le lire en entier. Et puis, ma sœur me l'a offert à Noël. Du coup, bon, je me suis dit, je vais le lire. Et finalement, j'ai été fasciné. Y a peu d'auteurs qui m'ont fait cet effet où vraiment j'avais l'impression qu'il entrait dans ma tête et qu'il expliquait vraiment très subtilement le mécanisme qui se passe à l'intérieur de sa tête, qu'il l'écrivait bien mieux que ce que moi je pourrais faire. Le genre littéraire qui vous insupporte ? Insupporter, c'est un peu fort, mais il y a deux genres littéraires que je lis jamais en fait, ou de temps en temps, histoire de me convaincre. Ça peut paraître bizarre, mais déjà il y a le polar. Alors que dans mes romans, moi, des fois pourrait y avoir cet aspect de polar. Il y a aussi l'heroic fantasy. Et dans les deux cas, je trouve que ce sont des genres trop codifiés. Pour moi, c'est un petit peu toujours la même chose, quoi. D'un côté, il y a la résolution d'un crime, et de l'autre, c'est l'aboutissement d'une quête. Donc on sait à peu près à quoi s'attendre, et moi je préfère quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je préfère quand c'est plus
expérimental. Les lectures d'enfance ou d'adolescence qui vous ont marqué? Quand j'étais petit, je lisais quasiment pas. Donc il faut plutôt remonter à l'adolescence. Et je lisais peu adolescent aussi. C'est vraiment quand j'ai commencé mes études que je me suis mis à beaucoup lire, mais avant, ça ne m'intéressait que moyennement. Mais je me souviens que, par exemple, j'avais lu ça de Stephen King, parce que ma mère le lisait, et ça m'a assez marqué parce que ça m'avait fait peur. J'ai lu aussi L'aveuglement de José Saramago, ça aussi parce que ma mère le lisait, et c'était très bizarre. J'étais attiré par les choses qui me semblaient un petit peu, oui, un petit peu bizarres. Et il y avait aussi le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Là, je l'ai lu de moi-même et enfin voilà, ça m'a marqué parce que je trouve que plus ça va et plus on se rapproche de ce que lui a décrit il y a plusieurs décennies. Donc, je choisirais ces 3 livres m'ont marqué. Romain Terneau, bonjour. Bonjour. Nous étions à la même place il y a 1 an à peu près pour votre premier roman qui s'appelait Croisade apocalyptique. Au fait, comment il a été reçu ce roman? C'est bien. Bien. Bonne oui. critique, hein? Oui, j'ai eu des bons retours pour la plupart. Hein, j'en ai pas vendu des centaines de milliers, mais voilà, je suis assez satisfait pour un premier roman, ça s'est très bien passé. Là, vous êtes de retour avec un deuxième roman qui s'appelle L'histoire du loser devenu gourou. On va peut-être vous représenter. Vous êtes toujours rémois d'origine? Oui. Ça n'a pas changé. Vous avez quel âge maintenant? J'ai 28 ans. D'accord. Vous avez toujours fait vos études à Reims? Oui. À la fac de Reims, sur un mémoire de lettres modernes. Ça parlait de quoi, ce mémoire? C'était sur les modèles qui ont inspiré John Fante et les modèles que lui-même a inspirés. Voilà, c'était sur une assez longue durée. Voilà, je parlais d'auteurs, de tous les auteurs qui l'ont inspiré, comme Knut Hamsun, de ceux que lui-même a inspiré, oui, comme Bukowski, Kerouac. C'était sur ça, et sur sa tétralogie Bandini plus précisément. D'accord. Ensuite, si ma mémoire est bonne, vous avez travaillé dans une maison d'édition, oui. Celle de Dan Fante. Voilà, c'est ça. J'ai un petit peu travaillé comme relecteur chez 13e Note, Oui. Et pour un autre éditeur qui s'appelle Le Nouvel Attila. D'accord. Je suppose que la disparition de Dan Fante vous a touché? Oui, je l'avais rencontré à l'hôtel Odéon, on avait parlé pendant pas mal de temps de son père, de Bukowski. Donc oui, ça m'a fait bizarre. Ouais. Quel homme était-il? Très, très doux, très gentil, très ouvert. Il n'était pas du tout avare d'anecdotes. C'était quelqu'un d'infiniment sympa, voilà. Pour vous, écrire, c'est toujours un plaisir? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, toujours. Je me rappelle, alors, j'ai réécouté l'émission, je dis que je me rappelle, mais j'ai réécouté l'émission qu'on avait enregistrée, et vous disiez, vous aviez une citation qui n'était pas de vous, mais écrire pour s'enfoncer dans le noir, c'est toujours ça? Oui, parce que je sais pas où je vais, mais je sais que j'ai envie d'avancer, donc et voilà, c'est exactement ça, s'enfoncer toujours plus dans le noir, mais pas pour trouver la lumière, pour continuer de s'enfoncer. Mais après, peut-être que ça mènera quelque part, mais je peux pas le savoir encore. Bon. Votre deuxième ouvrage, donc l'histoire du loser devenu gourou, comment ça se passe? Souvent j'ai entendu dire que les écrivains avaient du mal à passer du premier au second roman. Est-ce que ça a été votre cas ou pas du tout? Enfin, en réalité, celui-là, c'est pas vraiment le deuxième que j'ai écrit, c'est le 4e. Il y en a eu 2 autres entre-temps. Il était plus court que le deuxième et je l'ai écrit beaucoup plus rapidement, comme peut-être pour ça, peut-être parce que je me suis dit c'est une étape et autant la franchir assez vite pour passer, une fois qu'on est au 3e, c'est plus rassurant. Il n'y a pas la peur de la redite, de se répéter? Un peu, mais enfin, moi, ce que je remarque, c'est que les auteurs que j'aime bien, ils écrivaient toujours plus ou moins la même chose. Hein. Bukowski, il parlait des courses de chevaux, de l'alcool et des femmes. Enfin, on retrouve toujours la même chose. Et pourtant, moi, j'ai tout lu et ça m'a pas déplu du tout. Donc non, ça me fait pas peur. Bon. Vous en parlez beaucoup de vos influences. Comment on arrive à s'en détacher au bout d'un moment dans son écriture? Je pense qu'il faut pas trop y penser. De toute façon, on peut pas y échapper. Mais
Je pense pas à ça. Moi, j'ai remarqué, en écrivant beaucoup, de toute façon, et sans, on va dire, instinctivement, c'est assez facile, au bout d'un moment, de voir des choses qui se dégagent qu'on n'avait pas calculées, mais qui se sont imposées d'elles-mêmes. Donc, moi, il me semble que je ne copie pas mes modèles et que j'ai trouvé mes propres codes. Donc, voilà, j'ai pas de technique particulière à recommander, mais à part d'écrire beaucoup et de voir ce qui en ressort. Et forcément, il y aura des thèmes en commun avec, avec des gens antérieurs, mais c'est pas très grave, c'est obligé de toute façon. Quand je bois, mon esprit se libère et mes doigts pianotent sur les touches dans les sphères les plus hautes. En fait, ce que j'ai écrit de mieux s'est fait dans les trous noirs les plus profonds de l'ivresse destructrice, complètement inconscient. Après la cuite de la veille, je me réveillais avec le cerveau en ébullition fumante et je relisais mes textes et je me disais « c'est ça, aucun souvenir mais c'est ça ». La fluidité des phrases, l'incohérence raisonnable qui rend tout tellement jouissif. Alors, de bouteille en bouteille, je forgeais mon œuvre dont personne ne voulait, avec la conviction que je faisais ce qu'il fallait jusqu'à ce que mon foie s'en mêle. Et mon foie me disait « arrête, tu n'es qu'un bon à rien, trouve-toi un boulot, une copine, fonde une famille et va de l'avant. » Sauf que moi, je me voulais l'artiste maudit, pianotant sur le clavier l'innovation du siècle au gré des litres de whisky, en bataille perpétuelle contre mon propre organisme. Alors, ce nouveau roman, l'histoire du loser devenu gourou, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ben, on peut en dire que j'ai essayé de faire quelque chose de drôle. Ça, on en reparlera, parce que je ne suis pas sûr que ça fasse rire tout le monde. Enfin, D'accord. Bon, donc, à nouveau, vous pensez avoir... Ah oui, mais enfin, ceci dit, quelque chose de drôle, mais pas seulement. J'ai pas voulu faire une farce burlesque absolue. Le point de départ, je pense, parce que pareil, j'ai pas calculé, mais en y réfléchissant, j'avais vu des documentaires, par exemple... Enfin, ça, par exemple, ce roman, je l'ai écrit à 24 ans, donc je l'ai écrit il y a 4 ans. D'accord. Et donc, mais pendant mes études, je me souviens que j'avais vu des documentaires sur Raël, par exemple. Et ça m'avait... Enfin, ça m'avait pas fasciné, mais ça m'avait plus... j'étais plus effondré qu'autre chose, parce que je me suis rendu compte que les gens marchaient dans son... dans son grand spectacle permanent, et ils y croyaient vraiment. Et ils lui donnaient des sommes colossales, et ils étaient contents de le faire. Et lui, il vivait dans un château. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un roman sur un personnage comme ça, mais qui en plus serait pas habilité, enfin, qu'il le serait malgré lui, gourou malgré lui, quoi, on pourrait dire. À nouveau, le héros, on ne sait pas comment il s'appelle, comme dans le premier. Il est écrivain, tiens. Il écrit. C'est vrai, ça. Pour le premier roman, c'était pas le cas, mais là, oui, j'ai voulu faire un narrateur qui écrit. Faudrait dire c'est pour m'identifier plus, peut-être. Je sais pas, parce que peut-être j'avais beaucoup de choses à dire. Je trouvais intéressant quelqu'un qui réussit pas à écrire et puis qui réussit dans autre chose et dont l'écriture, dont personne ne veut, pourra servir pour cette autre chose. Ah, lui, il est persuadé qu'il est un grand écrivain. Oui, ce sont les autres qui lui disent que c'est un loser et qui... Oui, c'est vrai. Mais bon, on va dire qu'il n'a pas la reconnaissance telle qu'elle est. Mais comme pour mon premier roman, c'est quelqu'un d'assez borné et imbu de lui-même, mais qui réussit dans rien. Voilà, moi, c'est un paradoxe que je trouve intéressant. Moins de personnages que dans le premier. Il y a son pote, Walter. Ouais. Une voisine, Sylvie, dont il est amoureux. Là, on est dans les grands schémas classiques, quand même. Oui. Être amoureux de sa voisine. Oui, bah, pourquoi pas. Ça arrive. C'est un peu ça. Bon, il y a un personnage annexe, Mona. Pas annexe, il y a un personnage, Mona, qui est une jeune fille de 16 ans. Oui. De 16 ans. Et puis, la communauté du grand Bougaga,
C'est ça. Cette fameuse secte et tout, qui... bon, on va pas en dire plus. Alors, et on part en plein délire, comme dans le premier roman, quoi. Vous dites c'est de l'humour, mais bon, alors, c'est de l'humour trash, pour le moins. Oui, mais moi, c'est ce qui me fait rire. Donc, oui, c'est de l'humour. Bah, après, moi, je me dis pas... j'essaye pas de faire du trash, mais c'est juste que, vu que je me fixe aucune limite, parce que selon moi, il n'y a pas de limite en art, en général, si je sens que si je vais à fond dans une direction, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Je ne me retiens pas du tout. Donc, des fois, ça peut sembler un peu limite, justement, entre guillemets. Mais pour moi, ça ne l'est même pas. Mais je me rends pas compte après. Après, c'est vrai que quand on part dans des trucs un peu porno ou un peu scato ou un peu violent ou ce genre de choses, ça fait partie de l'ensemble. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui... c'est pas un repoussoir. D'accord. Vous n'avez pas des amis qui vous disent « Oh, bah si, là, tu as été un peu fort Non, curieusement, on fait jamais ce genre de remarques, mais peut-être parce que peut-être c'est des gens qui me connaissent, donc... Enfin, peut-être ils font la part des choses, tout simplement. Voilà, pour moi, une fiction, c'est une fiction, quoi. Ça ne m'engage en rien, quoi. Ça ne m'engage pas en tant que personne dans la vie quotidienne. C'est quelque chose à part. Donc je peux y aller, quoi. Ah oui, non, mais ça, puis vous y allez, et vous y allez à fond la caisse. Ça m'a fait penser à de la bande dessinée. Le premier m'a déjà fait penser à de la bande dessinée. Vous envisagez pas, à un moment ou à un autre, de trouver un illustrateur qui mettrait vos textes en images? Ce que je me dis surtout, c'est oui, bien sûr, ça s'y prête très bien. Peut-être que c'est parce que, justement, tout à l'heure, je disais que je ne lisais pas beaucoup quand j'étais petit, mais enfin de romans, mais en tout cas, je lisais beaucoup de bandes dessinées, donc peut-être que c'est cette influence-là qui a un peu phagocyté mon style. Mais justement, moi, je trouve que ça correspond à l'époque, donc je trouve ça bien que ce soit très visuel et que ça aille très vite. Mais c'est vrai que moi, je verrais très bien un de mes romans adapté en BD. Je pense que ça pourrait donner un résultat intéressant. Oui. Ça y est, il est écrit ce roman. Quel regard on porte sur une fois que c'est publié? J'essaye de me rendre compte, quoi. C'est fini, on le met de côté, ou on se dit ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Déjà, on est obligé de s'y replonger dedans au moins un peu avant que ce soit republié, parce que l'éditeur fait des suggestions. Il y a tout un retravail. Et des fois, même, faut supprimer des choses, faut en rajouter, voilà. C'est ce qui s'est passé avec celui-ci? Ah oui, il était, on va dire, il était un peu plus long peut-être au départ. Ouais. Donc, il a fallu, un peu... Élaguer. Voilà. Peut-être que oui, parce que l'élément perturbateur, on va dire, arrivait un peu trop tard. J'avais mis plus de digressions au départ qui n'étaient pas forcément pertinentes, voilà. Donc l'éditeur a un peu recadré tout ça. Et une fois que le roman sort, moi je l'ai pas relu, hein. Je l'ai relu beaucoup avant qu'il ne sorte, mais je l'ai pas relu une fois qu'il est sorti. Moi, je m'intéresse plutôt au côté formel, c'est-à-dire la couverture qui me plaît beaucoup. Elle est de qui, tiens, au fait, la couverture? La couverture, c'est d'un dessinateur qui s'appelle El Carava, Helkarava, qui a un site internet où vous pouvez aller le voir. C'est un dessinateur qui a fait d'autres couvertures de livres, qui a fait des BD autoproduites aussi. Et son univers me plaît beaucoup. Je ne connaissais pas avant la couverture de ce livre qu'a choisi l'éditeur. Mais on va dire que nos univers sont assez raccords. Donc je suis très content du résultat final. Ok. Vous parlez d'éditeur, vous avez changé d'éditeur entre le premier et le second. C'est une nouvelle maison, aux Forges de Vulcain, c'est une nouvelle maison d'édition? Elle a quand même... elle a 5 ans maintenant, je crois. D'accord. Donc elle est... On va dire que c'est un moyen éditeur, et il est un peu plus gros que mon premier éditeur qui, en fait, Dub Édition, mon premier éditeur, fait principalement des premiers romans. D'accord. Donc voilà, et cet autre éditeur, donc aux Forges de Vulcain, a été intéressé par mes autres romans. Du coup, j'ai fait le transfert. Ok. Alors, vous me disiez la première fois, vous aviez
10, 15, 20, je ne sais plus, romans déjà écrits, c'est ça Et, bah là, je suis en train d'en terminer un 14e. 14e. Donc, je vais passer au 15e très bientôt. Ouais. Ok. Et ça vous vient toujours comme ça Oui, bah, j'ai beaucoup d'idées et j'essaie de les réaliser toutes. Donc, oui, ça va pas, de ce côté-là, j'ai pas trop de problèmes. D'accord. On le trouve où l'histoire du loser devenu gourou, on le trouve où? Bon, on le trouve dans beaucoup de librairies, un peu partout en France. Ouais. Normalement, bah, à la Fnac de Reims, normalement, il y en a. Ouais. Sinon, je sais pas trop, mais vous pouvez le commander n'importe où. Vous pouvez aussi le commander sur Internet, sur le site de l'éditeur ou autre. Voilà, il est très facilement trouvable. Ok. Bah, Romain Ternaud, merci. Merci à vous. Et à la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.